Je n'irai pas par quatre chemins. SummerSlam 2024 était un show parfait. Parfaitement dans son air, parfaitement dans les émotions qu'il aura créées et suscitées, et parfaitement dans la vision de ce que veut Triple H pour la WWE à l'avenir. 7 combats au programme, 7 développements d'histoires, et en plus de ça, des histoires qui vont s'imbriquer, qui vont vous donner envie de regarder cette semaine Monday Night Raw et SmackDown, puisque deux des arcs les plus importants de ces dernières années à la WWE atteignaient une sorte de paroxysme lors de cet événement. D'un côté, le Judgment Day qui se fissure et se scinde, comme ça nous avait été parfaitement teasé depuis de nombreuses semaines, voire même de nombreux mois, et les péripéties autour de la Bloodline qui vont vivre un nouveau chapitre avec le retour surprise de Roman Reigns, qui va venir réclamer ce qui lui est dû, à savoir son titre de chef tribal, honteusement subtilisé par celui qui combattait pour la première fois dans le main event en combat mano à mano Solo Sikoa. J'ai voulu faire une belle intro et voilà que ma lumière elle pète. SummerSlam était donc ce show parfait, mais pas pour tout le monde. Ah, tu feras toujours pas l'unanimité dans le catch quand t'as un catalogue aussi vaste de produits différents. Mais pour tout ça, je vais tout vous expliquer mon point de vue sur comment j'ai ressenti les choses alors qu'on a vécu cet événement dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août 2024 depuis le Cleveland Stadium de Cleveland dans l'Ohio, et on était également en direct sur twitch.tv/Turi316. Merci à tous pour vos retours. Merci par avance de rester respectueux dans les commentaires et de lâcher votre plus beau pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. On est parti, SummerSlam 2024, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, déjà, je suis obligé de parler du contexte, de comment je vois les choses, comment j'ai regardé ce SummerSlam. J'ai pas fait l'Hero Recap de la semaine précédente. Je vous ai dit pourquoi lors du Stradamus, j'ai été 4 jours du côté de Fougères. J'en ai profité pour voir les copains, et quand je suis rentré, j'ai aussi rattrapé mon retard sur le NJPW G1 Climax 34 qui propose de la sacrée compétition jusqu'à présent. J'ai pris des grosses doses d'émotion en rattrapant mon retard sur les derniers shows Stardom, et là en termes de storytelling, la vache, je commence à prendre des giga-claques. Et comme beaucoup de Français à cette période, oui, j'ai aussi un petit œil sur les Jeux Olympiques puisque ça s'enflamme, parce qu'il y a la passion du sport, parce que ça fait bien plaisir, et à côté de ça c'est l'été, il fait chaud et je me repose aussi un petit peu. Voilà, j'en profite. Il y a aussi plein de projets qui se créent en sous-marin, alors il est vrai que quand je suis arrivé samedi à partir de minuit en live sur Twitch, je me suis dit d'instinct, est-ce que je vais être capable de tenir la nuit, moi qui ai pas sacrifié de nuit depuis quand même un petit bout de temps. Et j'ai réussi, et ce sans trop de problèmes, puisque SummerSlam, la vache, on a pris des grosses émotions à chaque combat, et c'est ce que je disais lors de l'intro, il fallait pas cligner des yeux. En tout cas, pas cligner des yeux sur les fins de match, parce que les combats en eux-mêmes, on va tout de suite briser la glace. On a gardé les choses très très simples dans le ring. C'était, oui, très très simple, très très simple. J'aime toujours autant la nouvelle production de WWE, le fait qu'on suive les catcheurs backstage dans la présentation des combats faite par Michael Cole, qui est toujours aussi impariable à la table des commentateurs, histoire de ressentir également cette atmosphère de Big Money Match pour les combats de championnat, avec ce stade à plus de 55 000 spectateurs. On sent qu'il va se passer des trucs huge, des trucs forts. L'hymne américain chanté par Jelly Roll, Triple H qui vient prendre son bain de foule et ressentir les émotions. Jelly Roll, il rechante un coup le thème de l'événement, il y a des images qui pop, c'est plutôt bien joué, et le Miz, il pop depuis le public, qui nous rappelle qu'il est le host de l'événement. Heureusement qu'il nous l'a rappelé, parce qu'il va se faire oublier pendant les 3 premières heures, facile. Ah oui, oulala, oui, le Miz host de l'événement, ça a pas move a needle, needle mover, on en reparlera tout à l'heure. Et alors que la caméra se braque sur Rhea Ripley qui remonte le couloir, elle qui est rejointe par Dominic Mysterio, donc qui elle a reconquis le cœur, enfin bon, on découvrira, parce que là, l'intrigue, elle explose, on veut savoir, les Français veulent savoir. Elle trace à travers la Gorilla Position son thème d'entrée, on est parti, le premier combat de la soirée. Match pour le championnat World Women défendu par Liv Morgan contre Rhea Ripley, accompagné de Dominic Mysterio. Tu sens la couille arriver? Oui, vu la place importante qu'il a Dominic Mysterio au sein de cette storyline, est-ce que c'était bien prudent de le laisser aux abords du ring? Quoi qu'il en soit, le couple reformé nous montre toute l'étendue de sa complicité pour la dernière fois. Elle lui a chuchoté un truc à l'oreille. Je vais encore devoir lire une blague nulle. Qu'est-ce qu'un statisticien? Il y a vraiment une blague avec ça? C'est quelqu'un qui a le haut du corps dans une chaudière et les jambes dans l'eau glacée, mais qui affirme, en moyenne, je suis bien.
Et première surprise narrative me concernant, Liv Morgan arrive au ring tout sourire et pleine de confiance. Ah, bah elle a un plan. Non, Serette, excuse-moi, mais est-ce que t'as un plan? Parce que Rhea Ripley, elle veut te massacrer. Elle déborde de confiance, elle a évidemment tout le public de Cleveland derrière elle, mais Liv Morgan, elle dit non, pas de soucis, moi ça va, regardez, je souris. Incroyable présentation de Samantha Irvine, une fois de plus, avec des plans toujours aussi bien travaillés, la haine et la rage dans le regard de Rhea Ripley. La cloche sonne, et la stratégie de Liv Morgan, on la comprend vite, elle fuit le combat. Oui, bah elle part à l'extérieur du ring, on fait un petit peu du Ben Hill, ça joue au chat et la souris. Finalement, Rhea Ripley et Liv Morgan, il y a une frontale, elles sont obligées de se faire face. Et Rhea Ripley, elle domine nettement son sujet. Aïe aïe aïe, des cordes à linge, des ripcords cordes à linge. Alf Nelson souplex, ça retombe sur la nuque. Elle va même faire son riptide en buckle bomb. Elle est prête à en terminer, hein, très vite. Hein. On aurait eu 3 minutes de match, c'était la même. Riptide tenté au centre du ring. Liv Morgan passe derrière. Rhea Ripley, elle décide de faire une tout droit et elle s'éclate une première fois l'épaule dans le turnbuckle. Je précise, le turnbuckle, c'est un rembourrage en mousse. Mais visiblement, c'est assez fort comme impact pour péter l'épaule de Rhea Ripley. D'ailleurs, si tu l'as pas bien compris, on va refaire le spot. Liv Morgan, elle va à nouveau esquiver un truc, récupérer Rhea Ripley, la relancer dans le turnbuckle opposé, et là, Rhea Ripley, elle vend l'épaule comme Jaja, elle dit à l'arbitre, c'est disloqué, c'est out, mon épaule est out. Puis elle fait bien le truc, tu vois, elle contracte le muscle pour faire ressortir l'omoplate derrière. Petite technique d'escroc dans le catch, on vous apprendra rien. Ça part à l'extérieur du ring, Dominic Mysterio est en panique, et Liv Morgan, bien sûr, elle a réussi son coup. Évidemment, on repassera totalement sur l'équipe médicale qui a autorisé Rhea Ripley alors que le premier choc à l'épaule, voilà, bah c'est pété. Début de la hit, domination de Liv Morgan qui réussit bien ses petits assauts, il y a un armbreaker façon codebreaker qui est plutôt bien amené, c'est plutôt pas mal. Rhea Ripley, elle arrive quand même à repousser Liv Morgan avec un coup de pied, elle part à l'extérieur du ring, elle va encore voir Dominic qui sait pas quoi faire, bah il est pas médecin. Et Dominic Mysterio, il va sauver Rhea Ripley en la poussant, Liv Morgan fait un dive, elle atterrit sur Dominic Mysterio, Rhea Ripley elle la remet dans le ring et elle fait la Mel Gibson 2.0. Pourquoi la Mel Gibson? Bah pour ça il faut voir l'arme fatale, hein, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, il le fait dans tous les films. Elle va s'encastrer l'épaule, un grand coup dans la table des commentateurs, et de ce fait, bah, son épaule est remise. Alors je me doute, hein, vous êtes généralement 20 000, 30 000, 40 000, 1 milliard à regarder ces vidéos. Je pense que certains d'entre vous ont déjà été victimes, malheureusement, de luxation de l'épaule. C'est sûr que le move, il est super badass, mais tu te remets pas aussi facilement. Hein. Et de là, très logiquement, encore une fois, suspension d'incrédulité oblige, si tu démets l'épaule dans le combat, quelle que soit l'issue du match, Rhea Ripley, il y a des grandes choses qu'elle soit à nouveau out pour quelques mois. Hein. Mais non, ça va, elle va mieux, elle reprend l'avantage sur Liv Morgan. Bon, de temps en temps, l'épaule, ça lui tire un petit peu, et Liv Morgan, elle réussit une esquive de ce fait. Hop, Rhea Ripley, elle se repète l'épaule, elle va décider de se remettre l'épaule à nouveau. Incroyable. Autant la première fois, le public, il a popé comme Jaja, pour la deuxième fois, bon, on l'avait déjà vu. Bon, Liv Morgan, elle arrive quand même à s'en sortir, elle réussit un très beau crucifix driver pour un compte de 2, il y a un juge Gatabe derrière, Rhea Ripley, elle parvient à s'en sortir, et Liv Morgan, elle décide, de se foutre totalement de la victoire dans le combat, elle est partie chercher une chaise, si elle se fait disqualifier, elle conserve son titre. Corey Graves, très intelligemment à la table des commentateurs, rappelle que si tu te fais disqualifier, t'as une moins bonne prime de match. Toujours intelligent de faire ça, puisque sinon les champions se feraient tout le temps disqualifiés, conserveraient leur titre à vie. Sauf que Liv Morgan, elle hésite à attaquer Rhea Ripley avec la chaise, alors Rhea Ripley, elle arrive à se débarrasser de Liv Morgan, et Rhea Ripley, elle porte son riptide, mais elle fait pas le tomber derrière. Elle va chercher la chaise, elle veut tuer une bonne fois pour toutes Liv Morgan, parce qu'elle en peut plus de la meuf. Et au moment de porter le coup de chaise, Dominic Mysterio retient la chaise, là les gens se disent « Ah, c'est maintenant, il va trahir Rhea Ripley !» Pas du tout. Dominic, c'est un bon gars, il est sensé, il est sérieux, puis je vous le rappelle, il l'a sauvé juste avant, c'était bien joué. Il lui dit, sœur, fais pas ça, si tu lui mets un coup de chaise, tu pourras pas récupérer ton titre, tu vas te faire disqualifier. Ah, et Rhea Ripley, elle fait, c'est vrai, Dominique, ah, heureusement que t'es là. La Liv Morgan, elle profite de la confusion pour mettre un chassé à Rhea Ripley qui va tomber sur Dominic Mysterio. Dominic Mysterio, il est out quelques instants de l'équation. Liv Morgan, elle porte son Oblivion dans la foulée, c'est son finish pour un compte de 1, pour un compte de 2, mais malheureusement, un compte de 2 seulement. Gros suspense, grosse réaction de la part du public. Et là, c'est très bien joué, il y a une distance qui sépare Liv Morgan et Rhea Ripley. Dominic Mysterio vient voir Rhea, la console, mais pendant ce temps-là, dans le dos de l'arbitre, il glisse une chaise entre Rhea Ripley et Liv Morgan. Exactement le même scénario il y a quelques mois en Arabie Saoudite dans le combat qui avait opposé Liv Morgan à Becky Lynch. Et il crée la distraction auprès de l'arbitre. La chaise posée au centre du ring servira à Liv Morgan pour porter un second Oblivion. Cette fois-ci sur la
la chaise et pour le compte de 1, le compte de 2 et le compte de 3. Alors la chaise, évidemment, c'est un élément d'overkill qui permet à Liv Morgan de sécuriser la victoire. Est-ce qu'elle était bien nécessaire, cette chaise? Puisqu'en réalité, Rhea Ripley, après le premier Oblivion, elle est restée totalement groggy, elle se serait mangé le deuxième, Dominic Mysterio ou pas Dominic Mysterio. Mais le twist final, vous l'aurez compris, c'est que Dominic Mysterio, vu son sourire et vu ce qui va se passer dans l'aftermatch, avait planifié de trahir Rhea Ripley depuis le début. La grande question est, est-ce que Liv Morgan s'était préparée à ce que Dominic Mysterio trahisse Rhea Ripley? Est-ce qu'elle était au courant? Est-ce qu'elle l'a supposé? Parce que la réaction de Liv Morgan quand Dominic Mysterio la relève et ouais, lui roule un patin, bien sûr. Bah oui, lui roule un, mais oui, lui, bah oui. Voilà, ça c'est pour les réseaux sociaux, pour les caméras, pour TikTok. Et bah Liv Morgan, sa réaction, c'est d'être surprise. Et Rhea Ripley, évidemment, là les plans de caméra, j'ai oublié de le dire, hein, parce que bon, j'ai un peu chipoté sur quelques petits éléments du match. Les caméras, c'est incroyable. C'est le cinéma, les amis. Tous les placements sont incroyables. Les placements des lutteuses dans le ring, tout est super en réalité. Il y a que Sturi qui a un petit peu tatillon sur des trucs parce que mon œil, malheureusement, on regarde du catch depuis bien trop de temps et je regarde trop de catch différents à travers plein de produits différents. Vous devrez arrêter de me suivre parce que je vais gâcher le plaisir à certains. Mais quoi qu'il en soit, je suis très content de ce dénouement, de cette pierre portée à l'édifice, de cette trahison. Maintenant, bah oui, évidemment, je vais attendre une déclaration très solide de la part de Dominic Mysterio à Monday Night Raw et de Liv Morgan, puisque si tout était planifié entre les deux, ça ne fait aucun sens. Je vais pas développer plus, j'en ai parlé dans les précédents recaps, j'attendrai Monday Night Raw pour m'exprimer à nouveau là-dessus, mais oui, s'ils avaient tout planifié, ça ne fait pas de sens. Bon, bah voilà, on attendra, hein. Mais bien joué WWE, c'était une excellente manière de mettre le public à fond dedans, bravo, le cinéma, et on est prêt pour le deuxième match. Avant de passer tout de suite à Bron Breakker contre Sami Zayn, où il y aura finalement pas grand chose à dire. Petit tank backstage, où Damien Priest, bah il est pas content. Ah bah il a vu ce qui s'est passé avec Dominic Mysterio, il cherche, il veut le tuer, il trouve JD McDonagh, Carlito, Finn Balor qui fait éruption dans le vestiaire, et Damien Priest, il dit à Finn Balor, t'étais au courant, tu savais quelque chose? Et Finn Balor, il le regarde, il fait, bah non, tu te doutes bien que si je savais quelque chose, je t'aurais averti. Bah, hein, jour aussi sus, Finn Balor, on est en train de mettre des graines, Damien Priest, il est pas content, il quitte la pièce en disant, je vais trouver ce gamin et je vais le tuer. Ah oui, carrément. Ah bah, Shade of Bill Goldberg. Bron Breakker contre Sami Zayn. Je vais pas m'étendre. 5 minutes 42, victoire de Bron Breakker qui gagne clean. La seule victoire clean de tout SummerSlam. 5 minutes 42 pour le catch dans un show qui va durer 4 heures. Bah oui, parce que c'était le match de catch avec un enjeu compétitif. Deux hommes qui, en plus de ça, s'étaient affrontés au dernier PLE avec la victoire de Sami Zayn au terme justement d'une rencontre disputée où Bron Breakker avait peut-être pas suffisamment pris au sérieux Sami Zayn. Bron Breakker qui attaque le match en faisant la même erreur qu'à chaque fois, il fait une tout droit, Sami Zayn l'esquive. Lui aussi s'emboutit l'épaule dans le poteau. Par contre, à la différence de Rhea Ripley, lui son épaule elle est en acier, il parvient à revenir, il y a un petit peu de selling, il y a des trucs plutôt pas mal. Le Frankensteiner de Bron Breakker est toujours aussi beau, ses attitudes, ses regards avec la caméra, mais on n'a pas du tout laissé le temps à Sami Zayn de faire ce qu'il fait de mieux, à savoir installer un climat, mettre de l'émotion. À part un rope flip, la Blue Thunder Bomb, évidemment l'explodeur dans le coin qui a amené l'Eluva Kick contré en spear et deuxième spear derrière de la part de Bron Breakker qui était vraiment pas là pour tricoter. On a un nouveau champion intercontinental couronné à SummerSlam, c'est le bon endroit pour le faire, pour mettre du ciment et légitimer le futur grand run et la future grosse position de Bron Breakker au sein de la WWE. Bon oui, je ressors un poil déçu parce que je m'attends pas à ce que dans tous les autres matchs il y aura de l'overbooking. Bron Breakker va prendre désormais une nouvelle dimension et Sami Zayn, on le sait d'avance, il intégrera probablement le nouveau programme autour de Roman Reigns et Uso. En tout cas, on peut fortement spéculer là-dessus. Je parlais de mise en condition tout à l'heure, quand on regarde un événement de catch, quand on regarde WWE, quand on regarde quoi que ce soit, les déclarations controversées d'un acteur du catch peuvent changer radicalement la vision que tu auras de son combat un peu plus tard. C'est un point que j'aborderai par deux fois lors de ce qui s'est passé. Logan Paul, qui défend son championnat des États-Unis contre LA Knight. Yeah! Évidemment, même avant les conneries qu'allait écrire Logan Paul sur Twitter, j'étais bien sûr dans le train de LA Knight. Mais avec les conneries de Logan Paul qui fait son arrivée, en plus de ça, accompagné de Machine Gun Kelly, vous êtes peut-être pas sans savoir, moi je l'étais en tout cas, je l'ai découvert qu'il y avait pas mal d'embrouilles avec Eminem. Je me suis dit c'est bien, on a assemblé les tocards, on les fait rentrer ensemble et LA Knight derrière il en ressortira comme un héros.
Ah, parce qu'en plus de ça, Logan Paul, normalement, il est censé être à domicile. Bon, j'ai regardé tout ça avec un sourire un peu en coin sur un point de vue catch. C'était plutôt un très bon match, avec des rappels plutôt satisfaisants de toutes les gruges que fait habituellement Logan Paul, notamment autour de son poids américain, qui vont être déjoués par LA Knight, et c'était plutôt bien fait. Oui, Logan Paul, c'est bien, il a fait un beau moonsault vers l'extérieur, il a surtout failli mourir sur une superplex parce qu'il sait pas tendre les jambes. LA Knight s'est sorti du KO punch de Logan Paul au compte de 2, et malgré une embrouille à l'extérieur du ring avec Machine Gun Kelly qui va se réimpliquer pour donner le poids américain à Logan Paul, le coup de poids américain porté dans le dos de l'arbitre va pas être porté suffisamment fort puisque la buckshot lariat derrière va être esquivée. Le BFT dans un timing incroyable, et LA Knight, yeah, est le nouveau champion des États-Unis après un combat qui aura duré 12 minutes et 4 secondes. Merci à LA Knight d'être le héros algérien qu'il pense être, et merci à Logan Paul de passer un peu plus de temps en dehors du catch à s'occuper, pourquoi pas, de la campagne présidentielle de Donald Trump. Hein, ils ont l'air copains. Et allez, c'est parti, on passe à la suite. C'est Nia Jax en qualité de Queen of the Ring qui challenge Bayley pour le championnat WWE féminin. J'ai trouvé qu'il manquait un petit truc sur l'entrée de Nia Jax, hein, parce que la couronne, c'est une nouvelle couronne, elle est plutôt très jolie, elle lui va très bien. Une petite cape, je sais pas, une petite cape, hein, ça l'aurait rendu encore plus démoniaque. Bayley, c'est toujours la même énergie de babyface. Va-t-elle rester forte, elle qui avait pris le titre à WrestleMania? Moment marquant pour ma part, c'est cette défense de titre avec succès du côté de Backlash en France dans une ambiance totalement incroyable. Et ben on est parti pour 12 minutes 33 d'action, 12 minutes 33 dans lesquelles on va retenir principalement quelques points, hein, seulement, parce que bon, Nia Jax, même si elle fait une bonne hit, elle est pas sur un style flashy qui marque les esprits, mais en revanche, elle était capable de raconter une bonne histoire, notamment sur ce premier point, où le momentum ne s'y prêtait pas forcément. Elle a porté son Banzai Drop depuis la deuxième corde, et Bayley s'est dégagée. Petit tournant du match, très bon acting de la part de Nia Jax, c'est son finish, il est quand même vachement protégé, mais ça laissait supposer que derrière, Bayley, elle allait se montrer ultra combative, comme une babyface. Bon, elle va esquiver une charge de Nia Jax dans le coin qui va elle aussi s'encastrer l'épaule au poteau, ça devient un classique. Nia parvient à revenir, elle est prête à porter un second Annihilator, mais Bayley se relève et va lui porter une powerbomb. Elle a marché un petit peu avec Nia Jax comme ça, c'était très bien, là les gens se sont levés parce que l'image est belle, la force est incroyable, et puis c'est pas souvent que Nia Jax elle offre autant son corps à la science pour prendre un tel bump. Et ben Nia Jax elle a pris un beau bump, elle a pas fait le tomber tout de suite, Bayley elle est partie porter sa descente du coude depuis la troisième corde, mais cette fois-ci pour le compte de 2. Et WWE, ils ont appuyé sur le bouton de l'intervention parce qu'ils aiment bien faire ça. Tiffany Stratton, avec sa nouvelle mallette, parce que l'autre elle avait été pétée, ils ont fait une mallette rose pour que vous achetiez des mallettes roses dans l'Euroshop. Magnifique mallette rose, mais si elle est encaissée ce soir, ça sert à rien de l'acheter, puisque on va plus la voir aux écrans. Alors Tiffany Stratton, on en reparlera, elle a fait son arrivée, Bayley elle l'a attendue, elle l'a tout de suite cogné, Tiffany Stratton, et bon on l'a plus revue. Et derrière, ça aurait pu servir de distraction pour que Nia Jax elle parvienne à remporter la victoire, puisque le cash-in n'a jamais été ne serait-ce que tenté. Et bah pas du tout, Bayley elle va garder la main sur le combat, elle va tenter un roll-up pas forcément joli pour un compte de 2, elle va partir dans les cordes, elle va se faire contrer par une pop-up powerbomb de la part de Nia Jax. Puis Nia Jax elle va sortir une jackknife powerbomb, elle a pas aimé se faire powerbomber tout à l'heure, et elle va porter à 2 reprises son finish de la deuxième corde, et cette fois-ci, la pauvre Bayley, elle s'est fait overkill, elle a perdu le match, et l'intervention de Tiffany Stratton, est-ce qu'elle a servi à rien? J'ai l'impression que oui, hein, ça a servi à quelque chose finalement. Bon, elle célèbre à la fin avec Nia Jax, puisqu'en même temps, Tiffany Stratton, elle avait promis qu'elle allait pas prendre le titre à Nia Jax, qu'elle allait pas faire le cash-in sur elle. Bon, bref, ça va raconter des histoires pour les semaines à venir. On se doute que toute cette petite union là, ça sert à faire exploser le duo. Voilà, mais plus tard, prenez votre temps. Il y a encore Charlotte Flair à faire revenir, tout ça. Bon, vous saurez faire, vous saurez faire. Bon, à côté de ça, je suis très content pour le début du règne de Nia Jax en tant que heel dominante, parce que ce n'est jamais arrivé à la WWE. Il y a un panel de catcheuses intéressantes à la faire confronter pour consolider son règne, hein. Je pense notamment à Bianca Belair, à Jade Cargill, oula ça va être quelque chose, à Charlotte Flair quand elle reviendra, j'espère que Bayley elle aura sa petite revanche dans le mix, Tiffany Stratton on trouvera comment l'intégrer dans tout ça, ça va peut-être redynamiser un petit peu cette division féminine côté SmackDown, et on va pas se mentir, elle en avait un petit peu besoin cette division. J'ai oublié de parler d'un truc avant ça et je sais que vous allez me le faire remarquer. Ah, je sais que vous allez vouloir qu'on en parle. Hein, les placements de produits à la WWE. Hein, on en parle entre nous, on en parle. On va retrouver backstage un type qu'on connaît pas, Baron Corbin, en train de masser le crâne de Apollo Crews avec des produits de beauté pour hommes. Je vais pas citer la marque, il y a plein de pubs sur internet. Et on sait surtout que cette marque-là, elle vend aussi des rasoirs pour se raser le pubis. Voilà, c'est bien, on va dire le pubis. Et ben on va rendre le truc un petit peu cringe pour faire le beau placement de produit. On va faire arriver Akira Tozawa, Otis et Maxine Dupri. Otis
Otis, il voit le petit appareil, il commence à se raser, voilà, et il commence à descendre vers l'entrejambe avec Maxime Dupri qui regarde et qui fait « Oh, ça nous est pas filmé, c'est suggéré, Baron Corbin et Apollo Crews nous disent « Mais qu'est-ce qu'on fout là ?» J'étais très content de vous présenter ce segment backstage, ce placement de produit original, surtout qu'Otis, ces dernières semaines, prenait un tournant plutôt sérieux autour de la feud avec Chad Gable. C'est bien, donc c'est sérieux, c'est bon. Oui, bah les mettez le générique. Passons au prochain combat. Bon, en fait, le générique, on pourrait le remettre là-dedans, parce que c'est parti, on va parler de CM Punk contre Drew McIntyre avec Seth Rollins en tant qu'arbitre. Ah, je partais pas confiant. Aïe, 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 je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit lors du Sturis Stradabus, je vous l'avais dit lors du dernier Raw Recap que j'avais couvert, cette histoire de Seth Rollins en arbitre qui va s'accaparer toute l'attention, ça n'a pas manqué. Bon, deux choses, et encore une fois, c'est un tweet et une story Instagram de CM Punk, hein, qui me la mettent bien là, avant le match. Déjà, il y a une déclaration de CM Punk en interview, je ne sais plus quel média, qui nous dit qu'on va voir le retour de CM Punk dans un ring WWE avec un niveau de violence qu'il a apparemment jamais égalé pour faire payer à Drew McIntyre tout ce qu'il lui a fait. Moi j'ai vu des matchs de CM Punk du côté de l'Elite Wrestling où il met vraiment la violence et tout, et là il a envie de régler des comptes à la storyline avec MJF, incroyable, même s'il a pas toujours eu le jus, les combats contre Hangman Page, contre Moxley, ouais c'était quelque chose. CM Punk c'est quand même pas un peintre dans le ring, hein. Il est capable de libérer de la colère, de l'envie, de la violence. Bon, autant vous le dire tout de suite, il va pas y avoir tant de violence que ça dans le combat, il va y avoir beaucoup de pitreries de Seth Rollins, mais il y a un autre truc dont je voudrais parler, c'est oh là là, ah c'était dur ça. Ah CM Punk vraiment, hein, c'était petit, hein, parce que Drew McIntyre qui publie une photo de lui aux côtés de ce bon vieux Jack Perry, hein, c'est une vraie photo, pleure-nous une rivière, tout ça, vous avez la ref. Bah CM Punk il a trouvé intelligent d'aller poster une story Instagram avec une photo de Drew McIntyre aux côtés ouais, plein de gens vont dire c'est qui, c'est Rob Feinstein. Voilà, Rob Feinstein. Et bah oui, si tu ris, évidemment, tout le monde va te demander, mais c'est qui Rob Feinstein? T'sais, hein? Bien, ah bah je vais pas avoir énormément de force pour en parler, maintenant. Je vais vous renvoyer vers la vidéo de Monsieur Hawkins dans les icebergs de Ducatch, il en a parlé fatalement, parce que bon, l'histoire elle est lourde. Voilà, je vous fais apparaître la vidéo là quelque part, je mets un timecode où il parle de Rob Feinstein, Monsieur Hawkins. Rob Feinstein, de toute façon, il a fait des photos avec n'importe qui backstage, je ne sais pas pourquoi on l'autorise. Peut-être des gens font des photos avec lui, ils savent plus qui c'est. Mais bon, je regarde le match, tu vois, j'ai un peu les glandes là, là, c'est pas simple. On sait Seth Rollins, oh il va régaler, hein. Oh là là, et Seth Rollins, il nous a fait Shawn Michaels 97, la version plus améliorée. Et il a pas menti, hein, Seth Rollins, hein, il a dit oui, des fois vous vous battrez, vous irez au-delà des règles, je m'en foutrai, des fois je vous rappellerai que je suis l'autorité. Ça a été ça pendant tout le début du match. D'abord t'as une phase où Drew McIntyre, il tabasse CM Punk dans le coin et il s'interpose, tu vois, il compte 1, 2, 3, 4, 5, bah s'il compte 5, normalement il disqualifie. Bah oui, disqualifie. J'ai regardé les règles avec Michel Beaujolais. Vous connaissez Michel Beaujolais? C'était un mec qui apparaissait sur la chaîne avant qu'il disparaisse. On sait pas ce qu'il est devenu, je sais pas. Il est réclamé sur le jeu. Bref, Michel, il m'avait expliqué les règles. Tu comptes 5, et bah c'est disqualification. Sauf que là, non. Lui, il s'arrête pas à 4 et après il se sépare en disant attention, si je compte 5, c'est... Non, lui, il compte juste que 5 et après il dit attention. Bon bah c'est bizarre. C'est comme si tu fais le tombé, tu fais le compte de 3 et tu fais au mec, dégage-toi, sinon ça marche pas, tu vois. Ils vont faire la même séquence avec CM Punk qui tabasse Drew McIntyre dans le coin et il compte 1, 2, 3, 4, 5, une fois de plus, voilà, je vous apprends rien. Après il les sépare, il fait preuve de grande autorité, puis après il s'en fout totalement. Après, il laisse faire des trucs à l'extérieur du ring, des attaques un petit peu crades. Bon, j'ai pas vu, allez-y, faites ce que vous voulez. Et il y a un match qui se met en place, timidement. Voilà, il se fait un petit peu oublier Seth Rollins pendant un moment. On voit Drew McIntyre faire sa hit tranquillement sur CM Punk, qui vend bien, qui suit très bien. C'était easy shit dans le ring, c'était plutôt cool. C'était pas super vénère pour autant. C'est à un moment donné, Drew McIntyre, pour faire avancer le storytelling, il va chercher une chaise. Et il dit à Seth Rollins, écoute, toi et moi, on veut la même chose, on n'aime pas ce type-là, laisse-moi faire, je le massacre. Ça te rend service à toi, ça me rend service à moi, et c'est bon. Bon, bah Seth Rollins, il réfléchit, il fait, bah vas-y, je laisse faire. Et quand Drew McIntyre, il est prêt à mettre le coup de chaise, bah Seth Rollins, il retire la chaise pour faire chier Drew McIntyre. Ah, c'est... Hein? Oh mais les mecs, vous savez pas ce que vous voulez. Évidemment, confrontation entre Drew McIntyre et Seth Rollins, là c'est vraiment SummerSlam 97 avec Bret Hart, Undertaker, sauf que Bret Hart, il avait craché sur Shawn Michaels, là, Drew McIntyre, il repousse le visage de Seth Rollins, il pète un câble.
Il veut mettre un coup de chaise à Drew McIntyre qui l'esquive, mais là, l'Undertaker, lui, il avait pris le coup de chaise de Shawn Michaels. Là, il s'arrête net, il veut pas frapper, visiblement, CM Punk. Et là, Seth Rollins, au moment où il va aller remettre la chaise, je sais pas ce qu'il fait, il perd un peu de temps. Il y a un O'Connor roll de la part de CM Punk sur Drew McIntyre. Il fait un petit peu, il tarde un petit peu à aller faire le tomber. 1-2, dégagement, Drew McIntyre se dégage. On n'a pas véritablement laissé, ça, je crois que c'est un loupé. Ils ont pas laissé vraiment le temps à CM Punk et Seth Rollins le temps de se confronter. Drew McIntyre, il se relève vite, il y a un coup de pied qui est esquivé. McIntyre, il réussit un neckbreaker, il va dans le coin, il sort de son slibard, très certainement. Le fameux bracelet, tu sais, le bracelet, celui-là, mais le bracelet où il y a marqué Larry et Edgely qui lui avait chopé. Voilà, l'histoire, le storytelling. Il veut aller porter le Claymore Kick. Bon, il est contré. Malenko Kick de la part de CM Punk. Bien porté, bien, le timing super. Punk de ce fait, il reprend l'avantage. Il réussit sa combinaison neckbreaker, il va faire des Shining Wizards dans le coin, il en fait 3. Il fait la descente du coude à la manière du Macho Man Randy Savage. Oh yeah, dig it. Il fait un petit bisou au passage à Seth Rollins, hein, parce que c'est Seth Rollins, il l'aime pas. 1-2, dégagement. Anaconda Vice enchaîné par CM Punk. Et CM Punk, pendant qu'il fait l'Anaconda Vice, eh ben, il tient le poignet de Drew McIntyre et il repère que, bah oui, il a le bracelet. Ah bah qu'est-ce que je fais? Je gagne le match ou je récupère mon bracelet? Ah, c'est, eh ben, il récupère le bracelet. Il va, j'enlève le bracelet. Hop, il retire le bracelet, mais il sait pas le garder dans la main. Il le pose plus loin et puis il rampe vers le bracelet. Putain, c'est le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qui se passe? Eh, il arrivait, Gollum, mon précieux, mon bracelet. Eh ben, le bracelet, il sait pas le remettre puisqu'il y a Drew McIntyre qui lui fonce dans le dos. Paf, Claymore Kick. 1-2, dégagement. McIntyre, il a un tout petit échange de regard avec Seth Rollins, mais il reste focus. Il relève CM Punk, il veut lui porter le futur choc DDT, hein, ce qui avait blessé CM Punk lors du Royal Rumble. Le move est contré et Drew McIntyre, il fait une tout droit, CM Punk l'esquive et il termine l'épaule dans le poteau. Putain, encore CM Punk, il est prêt à aller porter son go to sleep, mais là, Seth Rollins, bah il a vu le bracelet traîner par terre, il a décidé de le mettre au poignet. Bah en fait, il est sympa, il le garde pour le rendre peut-être derrière à CM Punk. Il s'en fout, il veut pas que le truc se pète. Et vous savez, ça, c'est fragile en fait, hein, les élastiques, à force de le mettre, de l'enlever, bah, on en a tous eu, ça pète à un moment. Il a dit, je le garde, je lui remettrai après. Alors qu'est-ce qu'il fait CM Punk? Il a Drew McIntyre sur les épaules, mais là, il voit que c'est Seth Rollins, et bah il a le bracelet. Et il fait, quoi? Ah oui, Gollum, mon précieux, je vais récupérer mon bracelet. Et là, de ce fait, les mecs s'embrouillent pour pas grand chose en réalité. CM Punk, il voit pas Drew McIntyre lui foncer dans le dos, et CM Punk, il bouscule Seth Rollins au passage. Punk, il arrive à contrer Drew McIntyre, il lui porte le go to sleep, mais il y a plus d'arbitre puisqu'il y a eu un ref bump, pour un ref bump pas trop long, parce que Seth Rollins, c'est quand même un catcheur, il aurait pu avoir le compte de 6, le compte de 7, 1-2, dégagement. Et CM Punk, bah, les émotions, ça va beaucoup trop loin, il y a son bracelet, il s'engueule avec Seth Rollins, il lui répond, mec, c'est bon, la compagnie, elle tourne pas autour de toi, dégonfle un petit peu ton ego, dégonfle ton melon, là, ton problème, c'est Drew McIntyre. Gère Drew McIntyre et pas autre chose, et il lui dit trou du cul. En même temps, CM Punk, juste avant, il s'est foutu de la gueule du pantalon de Seth Rollins, il lui a dit, tu fais ton malin, là, avec tes Sabu Pants, petit trèfle à Sabu, ça fait plaisir. CM Punk, il pète un câble, il porte le go to sleep à Seth Rollins, qui a pourtant pas catché dans le combat, il le prend direct, il se fait pas, non, il le contre pas, il prend le go to sleep, il roule vers un coin du ring, CM Punk, il récupère son bracelet, enfin, hein, CM, mon précieux, de ce fait, il a le bracelet, il est peut-être devenu trop fort, pas du tout. Il fait la même connerie, là, le storytelling est encore très bien. Il va chercher Drew McIntyre dans le coin, qui lui met un coup de pied dans les valseuses, le même coup de pied que CM Punk avait porté à Drew McIntyre à Clash at the Castle, il le repousse de la même manière avant de se préparer, il fait le Claymore Kick, et là, Seth Rollins revient à lui, on aurait pu compter jusque 6, 7, 1, 2, et 3, voilà, Drew McIntyre, il a gagné, voilà, on n'en parle plus, Seth Rollins, il est piste, il retire son maillot d'arbitre, il reste pas pour célébrer quoi que ce soit, et Drew McIntyre, qu'est-ce qu'il fait à votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Il a gagné le match, hein, on peut se dire, c'est bon, on a réglé le conflit, on peut passer à autre chose, bah non, il récupère le bracelet, là encore, de CM Punk, le précieux, voilà, c'est le Seigneur des Anneaux, il y a Gollum et tout ça, je sais pas, il y a des pouvoirs, il y a la nana, la créatrice du bracelet, sur les réseaux sociaux, qui s'est un petit peu manifestée, elle a tagué Slim Jim en disant, vous pouvez faire un truc pour moi, je sais pas, m'envoyer des Slim Jim, parce que la meuf quand même, elle a créé le bracelet pour l'offrir à CM Punk, son bracelet, il est utilisé partout, il se retrouve même dans les armes que tu peux utiliser, les bonus dans WWE Supercard. WWE, si ça se trouve, ils vont le mettre sur l'Euroshop par la suite. La meuf, elle a juste demandé un petit peu de reconnaissance, il y a des sites de news qui ont dit, oui, elle demande une compensation financière, et même elle a répondu, pas du tout. Donc voilà, le conflit n'est absolument pas résolu, on a plus entendu les gens chanter, wow, le thème de Seth Rollins que des chants CM Punk. J'ai passé un bon moment globalement devant le match parce que ce qui a été raconté était simple, compréhensible par tout le monde, mais on est à des années-lumière
de la putain de bataille féroce qu'on aurait pu avoir entre CM Punk, Drew McIntyre. Vu l'ampleur du conflit, on a mis peut-être qu'une première petite pièce à l'édifice. Et on attendra peut-être le pay-per-view Bad Blood pour que ça se règle dans un Hell in a Cell, etc. On verra bien. On verra bien comment les choses vont s'envenimer par la suite, parce que bah oui, là, le conflit est absolument pas réglé, même si Drew McIntyre, dans sa tête, il l'a dit en conférence de presse un petit peu après, il pourra passer à autre chose. Ah, ça y est, il a battu CM Punk, donc maintenant, laissez-moi tranquille, hein, laissez-moi retourner vers mon championnat World Heavyweight que je voulais avoir, et comme ça, CM Punk me cassera plus les pieds. Je l'ai battu. Voilà, c'est fini pour moi. Ça sera certainement pas fini pour CM Punk. Donc bon, ils ont de quoi s'occuper pour les semaines, mois à venir. Le match était ok, décent. Je pense pas que c'était un grand match de CM Punk. On en a laissé beaucoup de côté pour nous offrir des trucs beaucoup plus explosifs par la suite. Et j'espère qu'il y aura cette finalité, des gros combats explosifs, que ça mêle Seth Rollins, Punk, Drew McIntyre, peu importe la composition. On peut encore avoir des bonnes choses racontées. Ça va, je m'attendais à pire. J'avoue, je m'attendais à pire. Il nous reste 2 combats et avant de passer au prochain match, on va retrouver Finn Balor backstage en compagnie de Damien Priest. Damien Priest s'excuse. Il dit j'ai un peu pété un câble tout à l'heure, c'est vrai que je t'ai engueulé par rapport à Dominic Mysterio. Mais il comprend, je suis pas bien. Et Finn Balor, il comprend, il fait t'inquiète, mec, je comprends, on est en pleine tension et tout. Et personne n'a de nouvelles de Rhea Ripley d'ailleurs. C'est pas ce que. On sait pas. Finn Balor, il dit à Damien Priest, si t'as besoin de moi, tu sais quoi dire et je viendrai t'épauler. Damien Priest, il lui dit, c'est gentil, on est parti. Les catcheurs font leur entrée. Gunther vers... Bah oui, ça, enfin, son opportunité au championnat du monde poids lourd, c'est la première fois qu'il en a une. Le mec ne montre aucune émotion, parce que Damien Priest lui fait de belles entrées, il a ce visage, il est focus, il est intense, il est nouveau en plus de ça, babyface. Les gens ont encore un peu de mal à s'investir derrière lui, mais ça va venir, parce que ce qui va se passer dans le ring, les gens vont s'investir, et j'adore Gunther, hein, impassible. Alors, pas d'émotion, pas ému, rien, non, moi je viens gagner, moi je viens faire mon boulot. Paf, la cloche sonne, on a un combat qui va durer 16 minutes, où on va se rentrer dedans comme des gros salopard. Gunther, il était déjà un petit peu marqué au niveau de la poitrine. C'est des séquelles de son combat contre Finn Balor cette semaine à Monday Night Raw. On va avoir des super échanges avec d'un côté les gros chops de Gunther, bien évidemment, et les gros coups de pied en réponse de Damien Priest, hein, qui se laisse absolument pas décontenancer par le pedigree et la legacy de Gunther. Au contraire, ça rivalise bien, ça raconte des bons trucs à l'intérieur du match, parce que par exemple, Damien Priest, il a du mal à faire des prises portées sur Gunther, qui abaisse le centre de gravité, et il finit par petit à petit les passer. Il y a un incroyable Falcon Arrow qu'il obtiendra qu'un compte de 2. Et Gunther qui revient avec son style un petit peu méthodique, stratégique, qui saigne. Gunther qui saigne au niveau de la poitrine, parce que les assauts de Damien Priest sont vraiment badass. Et Gunther, il impose un rythme, c'est lent, c'est méthodique, ça met des grands coups de pied taille 52 dans le menton, c'est plutôt impressionnant. Une vraie bagarre qui fait rage et qui émerveille un peu le public, là, qui rentre dedans de plus en plus, mais un peu à 50-50, parce que quand Gunther est aussi des gros assauts, bah les gens le huent pas particulièrement, hein, on assiste à un très bon match de catch, tout simplement. Il y a une phase qui est assez chouette, qui aura son importance pour la suite. Gunther, il va se dégager au compte de 2 d'un South of Heaven porté par Damien Priest, qui derrière va vouloir enchaîner avec le Razor's Edge, mais il va pas réussir à porter Gunther pour le moment. Gunther va reprendre le dessus et Finn Balor va faire son arrivée au ring. Il fait bien montrer qu'il est là. Ils ont pas mis son thème d'entrée, mais il tape sur l'escalier. Il est là pour encourager Damien Priest. Il est sus, hein, de toute façon là. Oula, Finn Balor, il est giga sus. Gunther, il s'en amuse, il provoque un petit peu Finn Balor, il lui met un coup de pied. Voilà, il lui dit vas-y, encourage ton copain là. Paf, coup de pied dans la tronche. Là, la caméra, elle s'élargit et là, c'est encore l'incroyable travail de production visuelle de WWE. Il régale hein, là-dessus. Là. Le visage de Damien Priest qui se décompose. Comment ça, t'as touché à mon copain, t'as touché à mon frère. Hop, il a un second souffle façon gagne. Il retire les bretelles, il revient, giga comeback. Il parvient à porter son Razor's Edge out of nowhere, magnifique. Il veut enchaîner avec le South from Heaven. Il le passe. Et là, aïe aïe aïe. Ouh là là, ouh là, je suis sorti de mes gonds. Tout était parfait, mais bon, que voulez-vous? Damien Priest, au lieu de faire le tomber directement sur Gunther qui est en plein centre du ring, pour une raison que j'ignore totalement, il va le rouler pour le mettre près des cordes. La raison, je l'ignore pas, mais je suis pas censé normalement le savoir. Il le met près des cordes, il fait le tomber, et Finn Balor, il décide de mettre le pied de Gunther dans les cordes. Ça y est, c'est fait, Finn Balor vient de trahir Damien Priest. Il fait une grosse pose de méchant, là, comme ça, posé, là. Ouais. J'ai tout préparé depuis le début, je suis Finn Balor, le machiavélique. Mais de ce fait, c'est capillotracté de ouf, parce que, bah oui, parce que Damien Priest, il a roulé Gunther vers la corde, donc il était juste à côté des cordes. Gunther, il aurait presque pu poser le pied sous la corde sans problème, et on n'aurait pas compté. Quoique, le pied sous la corde, j'ai l'impression que c'est de moins en moins admis par WWE. Logan Paul, il avait par exemple le pied sous la corde après le BFT victorieux de LA Knight dans le match précédent. C'est plus visuel pour les gens si le pied est sur la corde. Maintenant, ma question est... Et attention, ma question
question, elle est très importante. Pourquoi on n'a pas laissé Finn Balor tirer le pied de l'arbitre? On aurait compris la trahison de la même manière. Et Damien Priest, il l'aurait compris également. Non, ils ont fait un truc qu'ils ont jamais fait jusqu'à présent dans l'histoire de WWE. C'est la première fois que je vois ça. Ils ont diffusé immédiatement un replay de la tentative de tomber de Damien Priest avec Finn Balor qui met le pied de Gunther dans la corde, mais ils l'ont diffusé sur l'écran géant du public. Ce qui fait qu'on a eu une VAR automatique. Et Damien Priest, qui savait pas que Finn Balor l'avait trahi, le voit sur l'écran géant, mais attention, on n'est pas con. L'arbitre aussi, il le voit. Pourquoi l'arbitre, il disqualifie pas? Pourquoi pourquoi je suis chiant comme ça, hein? Pourquoi je viens chercher la petite bête, hein, ça, hein? Pourquoi l'arbitre, il vient pas disqualifier Finn Balor? L'arbitre, il fait, excusez-nous, on n'a pas vu la première fois. Michel, la VAR, elle existe vraiment. Et bah oui, bah je vois, vous êtes pas là. Bah oui, bah il est où, Michel? C'est vrai, il faut que j'aille le sauver, hein, c'est... Ah, oh là là, grande histoire, Michel Beaujolais. Ils ont utilisé la VAR, et de ce fait, Damien Priest, il vient de se rendre compte que Finn Balor a cherché à le trahir. Il y a des sourires machiavéliques de Finn Balor derrière. Gunther, il revient, il porte sa slipper à Damien Priest qui va abandonner. Non, il abandonne pas, il résiste parce qu'il est combatif. Les gens explosent, ah là là, il roule en arrière, tentative de tomber, 1-2, dégagement. Finn Balor, il a un ouf de soulagement parce que sinon tout le travail qu'il aurait fait avant n'aurait servi à rien. Derrière Damien Priest, au lieu de se concentrer sur Gunther, bah, il vient choper Finn Balor par la gorge. Gunther arrive derrière, il lui remet une powerbomb, il lui remet la slipper. Cette fois-ci, Damien Priest, il passe out. Ah, il a pas abandonné, il a pass out comme ça. Tout le monde reste fort, hein, c'est important que tout le monde reste fort dans le catch. Et victoire et nouveau champion World Heavyweight Gunther. Alors là, attendez-vous à voir cette image pendant très très longtemps parce que Gunther, je pense pas qu'il aura un règne qui va durer un mois. Il y a déjà pour cimenter ça le show Bash in Berlin où il va être à domicile, hein, même s'il est autrichien, il est considéré comme allemand vu qu'il a fait toute sa carrière en Allemagne. Donc si les Allemands de l'Ouest, parce que lui il a fait beaucoup son catch dans l'Allemagne de l'Ouest, décident d'aller à Berlin, ça va être une explosion, les gens vont être zinzin pour lui. Il fera peut-être un main event contre Drew McIntyre, hein, vu que c'est lui qui a le momentum désormais. Je suis très ravi du résultat du match, le dénouement. Je comprends pas pourquoi on a fait intervenir cet angle scénaristique du replay vidéo pendant le match, alors que quasiment toutes les injustices dans le catch se reposent sur le fait qu'on n'ait pas de replay vidéo, qu'on n'ait pas la VAR, hein. Michel Beaujolais, c'est un connard. J'en profite, je le dis, parce qu'il est pas là pour se défendre. Pourquoi on n'a pas laissé Finn Balor tirer la jambe de l'arbitre? Je comprendrai pas. Mais bref, ça arrivait, voilà, c'est comme ça. Ça racontera plein de trucs pour la suite. Ça y est, le Judgment Day split totalement en deux. Les explications, elles vont être tellement attendues à Monday Night Raw. J'ai très hâte de voir la suite. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans tout ça, Finn Balor, Dominic Mysterio, Liv Morgan, c'est que des gens qui se sont fait baiser à l'époque par Damien Priest, par Rhea Ripley à la création originelle du Judgment Day. Donc on peut comprendre qu'ils étaient un petit peu dans ce groupe, un peu par rancœur, hein. Finn Balor, il a rejoint le Judgment Day parce que il s'était fait casser la gueule par le Judgment Day. Il a dit je vais pas les combattre, autant les rejoindre. Ce serait intéressant que Finn Balor, JD McDonagh, Carlitos, ils restent bien tous ensemble avec Liv Morgan, Dominic Mysterio, ils soient rejoints par quelqu'un qui s'était fait baiser aussi au début de cette grande histoire, à savoir AJ Styles, hein, qui a plus de programme pour le moment. Ce serait pas mal qu'il réintègre ce truc-là. Il faudra peut-être équilibrer les forces avec Damien Priest et Rhea Ripley qui vont être un petit peu tout seuls. On envoie Gunther en orbite. C'était un excellent match. Je vais pas chipoter non plus, hein. La fin de match ne m'a pas gâché totalement le plaisir. Je suis très content pour Gunther. Je suis très content de toute la grande opération de la construction de Gunther à l'époque où il était Walter dans le circuit indépendant. Et j'espère qu'il sera utilisé de la même manière qu'il l'a été autour du championnat intercontinental. Un long règne dominant. Il va falloir aussi des grosses victoires clean, hein, parce qu'on commence quand même avec une petite demi-teinte. Mais bon, ça, Gunther, il saura justifier derrière. C'est les mecs de la rue, là. Ils ont des problèmes entre eux. Ils avaient qu'à avoir des meilleures éducations. Voilà. Si j'avais pas de problème relationnel, Damien Priest, il aurait peut-être gagné. Il a des problèmes. Donc voilà, c'est son problème. Voilà. Moi, j'ai gagné. Je suis le champion du monde. Rien à foutre. Toute petite aparté, parce qu'on avait tous oublié que le Miz le Miz, c'est l'host de la soirée. Alors il est dans le ring avec R-Truth parce que c'est son copain. Donc de ce fait, il y a deux hosts, il y a qu'un host. Ils sont toujours copains, R-Truth et le Miz. Le Miz, je pensais qu'il allait tourner, pas du tout. Ils font un petit segment, ils se font interrompre par Austin Theory et Grayson Waller. Voilà, Grayson Waller, il habille n'importe comment, ça amuse les gens, voilà, il se provoque et tout. Et là, il y a Jelly Roll, l'artiste, Jelly Roll, qui a chanté au début du truc. Il est avec Machine Gun Kelly, il regarde ça, il dit, c'est des connards, lui. Tiens, je vais le monter dans le ring. Il prend une chaise et il attaque. Austin Theory, Grayson Waller, pour le plus grand plaisir du public. Ils font un petit segment célébrité. Il fait un chokeslam où Austin Theory fait tout le boulot. Ils font un 15 shuffle nuffle à la manière de John Cena. Tout le monde est content. C'était le grand travail, l'immense contribution de The Miz en tant que host de cet événement. Mais c'est bien, ça fera des vues sur les réseaux sociaux. Bien. C'est pas ce qui fera le plus de vues sur les réseaux sociaux. Là, on est parti. On va parler du main event et d'un certain retour qui va être vu près de 96 millions de fois, toutes plateformes confondues,
vu sur tous les réseaux de WWE et bien plus pour ceux qui ont reposté la chose hein, sur leur propre compte. Le retour de Roman Reigns. Je spoil immédiatement. Solo Sikoa contre Cody Rhodes, on est parti. Alors, je suis un petit peu déçu. Un petit peu déçu d'un truc. Le clip de présentation de la feud était très bien. Mais je suis déçu d'un truc. Un tout petit truc. Solo Sikoa, c'est son premier main event en 1v1. C'est la première fois qu'il a une opportunité au titre. Ils veulent le construire très très fort. On lui a absolument pas fait une entrée spéciale pour SummerSlam. J'étais un peu triste. Je pensais qu'on allait lui donner un outfit un petit peu différent. Pourquoi pas venir habillé en blanc. Une entrée un peu WrestleMania-esque pour lui donner une classe absolue. Pour que les gens se disent, ok, ce mec-là, ça va être l'antagoniste principal dans les affaires de Bloodline pour les semaines, mois à venir, autant marquer le coup une bonne fois pour toutes. Non, il vient tout seul déjà, il n'y a pas les autres mecs de la Bloodline, alors que le match, je le rappelle, parce que tout le monde ça l'avait oublié, je pense à un Bloodline rouge match, donc il n'y a pas de disqualification. Ça a été décidé le SmackDown la veille, donc voilà, bon ça fera bien les affaires de tout le monde, hein, on pourra faire plein d'interventions plus tard. Cody Rhodes, ils font une longue entrée depuis les backstage, où il va tomber nez à nez avec qui? Avec Arn Anderson. Oh là là, Arn Anderson, le mentor de Cody Rhodes, pour ceux qui ont regardé All Elite Wrestling, sinon les autres, vous avez peut-être pas la ref. Arn Anderson qui donne ses dernières consignes à Cody Rhodes, qui lui dit je sais que la Bloodline ils sont nombreux, mais j'ai vu les gens backstage, crois-moi, t'as des amis, t'as des gens qui feront ton backup. Alors Arn Anderson, il va peut-être venir mettre un Spinebuster à Jacob Fatu, là j'étais un petit peu excité. On est parti, la belle entrée de Cody Rhodes qui met son masque moche, le masque de WrestleMania, il est moche. J'aime pas ce masque. Vous êtes en droit de bien l'aimer. Moi, j'aime pas du tout ce masque, mais ça lui donne quand même une certaine aura, un certain prestige, une certaine classe de champion du monde. Là, pour le coup, moi, je suis dans le train Cody Rhodes. Hein, j'adore Cody Rhodes. Clac, il va au ring. On est parti. Solo Sikoa, Cody Rhodes, main event. De cloche à cloche, ça va durer près de 30 minutes. À 29 minutes 13. Soit plus que Shawn Michaels contre Triple H à SummerSlam 2002. Mais moins que Jey Uso contre Roman Reigns l'année dernière. Bon, de cloche à cloche si on veut, hein, parce que les 20 premières minutes, il y a du catch. Voilà. Personne ne gruge, en plus de ça, c'est Bloodline Rouge match, mais les mecs font un match de catch, ni plus ni moins, avec un Solo Sikoa qui est convaincant, ça a son rythme, ça pose le cadre, ça commence avec des headlocks, travailler et tout. Ils sont à la position du main event, ils prennent leur temps. Moi, ça me dérange pas. Je suis habitué des gros main events de New Japan où généralement c'est des diesels qui chauffent petit à petit. Le seul truc que je me rends compte plus on avance, c'est que oui, malheureusement, le moveset de Solo Sikoa, il est limité. Hein, il doit refaire par 2 fois une Samoan Drop, il tourne un petit peu en rond, il fait une nerve hold d'un moment, encore la prise des trapèzes, j'en peux plus. On sait Bloodline Rules match, à un moment donné, il va bien y avoir quelque chose. Bon, la Cody Rhodes, il réussit à passer ses divers enchaînements. Le Cody Cutter, tout ça, il termine par le Crossroads. Là, il n'a pas le temps de faire le tomber. Ce qui devait arriver arriva, intervention de Tama Tonga et de Tanga Loa. Juste Tama Tonga et Tanga Loa. Évidemment, je l'ai noté comme tout le monde, Tanga Loa, il a un truc à faire, à savoir mettre Cody Rhodes dans le coin, même ça il rate. Bah, il porte un finish en équipe derrière Solo Sikoa, il fait le tomber, 1-2, dégagement. Musique de Kevin Owens. Juste Kevin Owens. Kevin Owens, il arrive, il court. On l'avait pas revu depuis quelques jours, il avait été attaqué par la Bloodline 2.0, il revient fort. Mais évidemment, dans une situation de 3v1, il emmène pas large. Musique de Randy Orton. Là, qu'est-ce qui se passe? On est en train de revivre WrestleMania 40. Et qu'est-ce qui se passe? Randy Orton, il voulait impérativement sa musique ou quoi? Pourquoi il a pas dit à Kevin Owens, viens, on y va à 2? Au moins, on équilibre les chances tout de suite, on crée pas un faux suspense. Bon, comme ça, c'est bien, ça fait 2 pop. Randy Orton, il arrive, RKO sur Tanga Loa, stunner de Kevin Owens sur Tama Tonga, et Solo Sikoa, il se retrouve dans une situation de 3v1. Power Slam d'Orton sur Solo Sikoa, Swanton Bomb de Kevin Owens sur Solo Sikoa, Crossroads de Cody Rhodes sur Solo Sikoa, 1-2, dégagement. Évidemment, à ce moment-là, je me dis, il fout quoi, Jacob Fatu, l'arme secrète, etc. Jacob Fatu, il était en confiance. Jacob Fatu, il a dit, le leader de la Bloodline, il peut se prendre 2 trademarks et le finish du champion en titre, il va se dégager au compte de 2. Là, ça fait les affaires de tout le monde sur un point de vue scénaristique. Kevin Owens et Randy Orton, ils se barrent avec Tama Tonga et Tanga Loa à se battre dans le public. Toujours pas de trace de Jacob Fatu qui fait tout. Jacob fait tout, voilà, vous le dites souvent dans ça en commentaire. Jacob fait tout, il fait tout. Alors Cody Rhodes, il décide, comme dans son match avec AJ Styles, le petit rappel est sympa, d'aller chercher un escalier d'acier. Hein, parce qu'il avait pété un câble dans le I Quit match. L'escalier d'acier, hop, on sort l'escalier d'acier, on le balance au-dessus des cordes. Il met 2 grands coups dans la tronche de Solo Sikoa. Pour le 3e, il se fait avoir, spear de Solo Sikoa, 1-2, dégagement. Solo Sikoa, il place Cody Rhodes dans le coin, devant l'escalier
d'acier, c'est un peu rigolo, il galère à faire tenir l'escalier, il fait tenir l'escalier, là on va pas s'encastrer l'épaule dans le poteau, Cody Rhodes il esquive et de ce fait, à claquer ce cul, il a claqué ce cul dans l'escalier. Oh, ouverture pour Cody Rhodes qui va porter un Crossroads, deux Crossroads, il est prêt pour la trifecta, et enfin, Jacob Fatu débarque. Bah il était temps quand même, la vache, parce que ils se font confiance les mecs là, plein d'interventions tout le temps, partout, les mecs viennent pas ensemble, non, là, il y avait une stratégie, Solo Sikoa il a donné les ordres, tu viens à ce moment-là et pas avant. Là, Jacob Fatu, il met un gros bull évidemment à Cody Rhodes, qui a quand même plus de 20 minutes de catch dans les pattes, il est un petit peu fatigué, il prend giga cher, il y a le implant DDT, on le fout à l'extérieur du ring, on le met sur la table des commentateurs, le splash de Jacob Fatu depuis la 3e corde sur la table des commentateurs, pas de bol, parce que Jacob Fatu, il semble s'être pété la beuge. Ouais, il se tient la jambe, il est pas bien. D'ailleurs, après le show, il y a des fans qui ont trouvé Jacob Fatu et Solo Sikoa, ils ont fait une photo ensemble et Jacob Fatu, il avait une grosse protection sur la jambe, est-ce qu'il va devoir s'arrêter, etc. Est-ce que c'est kayfabe, pas kayfabe? Quelque part, ça fait les affaires du booking, parce qu'on n'a pas à justifier que Jacob Fatu, il intervienne pas plus dans le match. Juste, il pète un câble, il dit à Solo Sikoa, vas-y maintenant, terbide-le, Solo Sikoa, il monte sur la 3e corde, il fait un Uso Splash pour un compte de 2. Statu quo pendant pas longtemps, puisque Cody Rhodes, il arrive à faire un comeback avec un Cody Cutter, un super Cody Cutter de la 3e corde, tout le monde reste au sol, et là, ton. Ouais, il y avait des timings précis pour venir faire les interventions. Arrivée majestueuse de Roman Reigns sur le thème orchestral de WrestleMania 40. Alors là, la terre explose. 57 000 personnes dans le stade qui explose, tout le monde lève le doigt, l'arrivée de Roman Reigns, nouveau t-shirt sur lequel il est marqué OTC et pas DTC dans ton cul. OTC, Original Tribal Chief, on en vendra des tonnes. Bah, WWE, là, ils viennent de mettre en vente 1316 ceintures Roman Reigns en vente à 600 $ l'unité, ils ont tout vendu en un temps record. Ram! Hop, 800 000 $ dans les poches, Roman Reigns est de retour. Roman Reigns, il vient pas en courant, hein. Il marche tranquille, de toute façon les caméras elles sont braquées sur lui, le temps s'est arrêté, il monte dans le ring, Superman Punch sur Solo Sikoa, il y a même pas à se poser la question, il est venu faire quoi, est-ce que c'est pour Cody, est-ce que c'est pour Solo, non, Superman Punch, Solo Sikoa, dodo. Ou l'aspire, magnifique, picture perfect, on peut faire des photos, des clichés, l'accrocher au Louvre, impeccable. Échange de regard avec Cody Rhodes, parce que quand même un petit rappel du passé, Roman Reigns quitte le ring, Cody Rhodes, il est un petit peu orgueilleux, hein, Cody Rhodes, il dit, bon, je suis un petit peu fier, je vais quand même remettre mon finish derrière, on sait jamais, 1, 2, 3, vainqueur et toujours champion Cody Rhodes. Les plans, ils s'attardent beaucoup hein, sur les échanges de regards entre les deux hommes, hein, et Cody Rhodes, il fait le signe, quand il pose avec la ceinture, il fait le signe du 3 en disant il m'a battu une fois, je l'ai battu une fois, il y aura peut-être label. C'est très bien de mettre un petit fusil de Chekhov pour la suite, pour raconter plein de choses, et on attendra évidemment les explications de Roman Reigns. Quand, à votre avis? On les aura quand? Roman Reigns, bah il a été drafté nulle part, on sait pas s'il est à Raw, s'il est à SmackDown. Ils ont annoncé quelque chose, WWE? Ce qui est intéressant, ce qui est même très intéressant, c'est que le premier épisode de SmackDown sur USA Network, ça sera le 13 septembre. Alors c'est pas dit, hein, tu vois qu'il se passe déjà un gros truc au SmackDown post-SummerSlam, on va peut-être attendre cette échéance du 13 septembre pour faire monter un grand coup les enchères. Évidemment, le moment est super, buzzera sur les réseaux sociaux, c'est totalement dans la vision, l'ère de Triple H, à savoir des moments marquants, dont on va parler en long, en large et en travers, et on va occulter, bah ouais, les 20 minutes de cash qu'il y a eu avant, qui étaient honnêtes, sans être non plus exceptionnels, hein. Je rappelle, hein, c'était Solo Sikoa dans le ring, hein. On n'est pas tous convaincus par son in-ring. Est-ce que c'est du détail? Est-ce que, encore une fois, je chipote trop? J'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, en termes d'overbooking, bah c'était lourd à digérer ce SummerSlam 2024. J'ai passé globalement, et je le répète encore, un excellent moment parce que toutes les pistes narratives qui ont été exploitées donneront des très bonnes choses pour la suite à coup sûr et donneront certainement encore un peu plus envie d'aller voir les weekly. Triple H interrogé en conférence de presse, il a bien conscience qu'un show de 4 heures avec autant d'informations c'est un peu lourd, ça peut avoir tendance à fatiguer un peu le public, donc l'idée d'avoir des gros événements, des gros Big Four de WWE également sur 2 jours comme ça l'a été annoncé pour le SummerSlam de je sais plus 2025, 2026, je crois que c'est le 2026 qui a été annoncé sur 2 jours, et ben en effet, ça serait peut-être pas mal d'avoir ce genre d'événement-là avec ce style d'écriture sur 2 jours au lieu d'un. Il y a eu beaucoup de gros éléments scénaristiques qui fait de ce SummerSlam 2024 automatiquement un must-see et une position, encore une fois, je le rappelle, très forte de WWE de vouloir différencier son produit du reste du catalogue présent sur la sphère catchesque internationale. Une vision, je le dis encore, qui plaira peut-être pas à tout le monde, mais si vous êtes des fans WWE aguerris et que vous avez décidé de consacrer votre
temps à ne regarder que WWE, je pense que vous en êtes sortis particulièrement très satisfait. Et je vous comprends, je vous envie presque. Mais ça m'empêchera pas sur cette chaîne, vous le savez depuis déjà beaucoup d'années, avoir ce petit avis critique sur les choses. Merci à tous de m'avoir suivi, merci pour votre soutien, c'était un long format, hein. Je sais même pas si cette vidéo va sortir avant la diffusion de Monday Night Raw. Je m'attelle au montage et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi. Et tout le monde, reste fort, ciao, bye bye.